Alors, après avoir travaillé sur l'organisation des plantes, on travaille maintenant sur la production de matière organique par ces plantes. C'est donc le chapitre suivant, chapitre 9, avec toujours au départ un certain nombre de liens qui peuvent vous aider, liens vidéo qui peuvent vous aider à comprendre le cours, et puis bien sûr un lien vers ce cours que je vous mets sur YouTube. Alors, la plante productrice de matière organique. Quelle est l'idée? Les plantes chlorophylliennes, je parle bien des plantes chlorophylliennes, pas des plantes parasites. Les plantes chlorophylliennes sont des êtres vivants autotrophes. Ils fabriquent leur matière organique sans en consommer. Un végétal ne consomme pas de matière organique. Un végétal ne prélève pas dans le sol de la matière organique. D'ailleurs, de la matière organique dans le sol, il n'y en a pas. Ou il y en a peu, il n'y a que la matière organique morte en décomposition. Et pourtant, le végétal grandit. Donc il fabrique de la matière organique. Ce processus qui permet de fabriquer de la matière organique, vous connaissez depuis très longtemps, depuis la 6e, vous en parlez, c'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Vous ne savez pas toujours très bien le définir, il est fondamental de comprendre ce que c'est, notamment pour vous qui êtes en PSVT. Donc la photosynthèse, c'est la production de matière organique à partir de matière minérale. La chimie du vivant, c'est une chimie du carbone. Donc le végétal va utiliser une source de carbone, et cette source de carbone, c'est le dioxyde de carbone qu'il va puiser dans les milieux. Il y a un déchet qui est rejeté, c'est le dioxygène. Le dioxyde de carbone, CO2, c'est un carbone. Donc il va y avoir photosynthèse, synthèse de matière organique, et donc du glucose va être fabriqué. Première molécule organique, le glucose, formule C6H12O6. Dans le glucose, les différents atomes de carbone sont accrochés les uns aux autres. Dans le CO2, les molécules ici sont séparées. Donc des liaisons covalentes vont s'établir. Qu'est-ce qu'il faut pour établir une liaison covalente? Il faut de l'énergie. Quelle est la source d'énergie utilisée par le végétal? L'énergie lumineuse. J'ai donc un transfert d'énergie du dioxyde de carbone dans la matière organique. Dans la matière organique, il y a l'énergie. C'est bien pour ça que quand on va brûler de la matière organique, ça libère de l'énergie. Quand on brûle de l'essence, l'essence c'est du pétrole, le pétrole c'est fait à partir de matière organique, ça libère de l'énergie. Bien, et on restitue au milieu le dioxyde de carbone. Cette énergie est captée dans le végétal par la chlorophylle. La chlorophylle se trouve dans les chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites que l'on trouve dans les cellules. D'accord, on le voit ici. La photosynthèse se fait dans les chloroplastes. La preuve, lorsque je monte une feuille d'élodée qui a été éclairée dans de l'eau iodée. L'eau iodée, vous le savez, est un révélateur de l'amidon. L'amidon, vous le savez, est un enchaînement du glucose. D'accord, l'eau iodée colore en violet noir l'amidon. Eh bien, quand on monte des feuilles ici d'élodée, placées à la lumière dans de l'eau iodée, on aperçoit dans les chloroplastes des petits grains noirs. Ces grains noirs correspondent à de l'amidon. Cet amidon, on ne l'a pas quand la plante a été placée à l'obscurité. C'est donc dans le chloroplaste que se fait la photosynthèse. Le chloroplaste est un organite présent dans la cellule. Voilà un chloroplaste. D'accord? Caractéristique du chloroplaste, deux membranes. Ça, c'est essentiel, on le reverra beaucoup plus tard. Une membrane externe, une membrane interne. Deux membranes. La membrane externe, c'est une membrane qui est une membrane plasmique classique. La membrane interne, tout à fait intéressant, la membrane interne a les caractéristiques de la membrane d'une bactérie. En fait, un chloroplaste, c'est une ancienne bactérie qui est rentrée en symbiose avec une cellule. C'est quelque chose qu'on verra dans le chapitre suivant un peu plus tard. À l'intérieur du chloroplaste, un milieu intérieur qu'on appelle la matrice, le stroma. Et dans le chloroplaste, eh bien, des compartiments empilés les uns au-dessus des autres qu'on appelle les thylakoïdes. C'est dans la paroi de ces thylakoïdes que l'on trouve la chlorophylle. D'accord? La chlorophylle dont la fonction va être de capter l'énergie lumineuse. Quand je parle de la chlorophylle, en fait, il y a dans le végétal plusieurs pigments que l'on peut séparer par chromatose. C'est un TP qu'on a fait ou que vous avez fait. Quand on fait migrer par chromatographie, ici, une solution de chlorophylle brute, les pigments vont être entraînés par le solvant et vont être entraînés de manière différente en fonction de leur masse. C'est ainsi qu'on peut mettre en évidence dans le végétal des pigments orange, les carotènes, l'axothanphile, et des pigments verts, les chlorophylles, il y en a deux, chlorophylle A, chlorophylle B. Tous ces pigments eh bien, étant ici séparés par chromatographie. Ces pigments absorbent l'énergie lumineuse. Vous avez ici le spectre de la lumière blanche,
Et vous avez ici le spectre. Quand on a intercalé une solution de chlorophylle, la lumière blanche traverse la chlorophylle et passe après sur un prisme. Donc là, lumière blanche, une fente, un prisme, la lumière blanche est décomposée. Vous avez vu ça en physique. Lorsqu'on intercale une solution de chlorophylle, on s'aperçoit qu'on a une différence dans le résultat obtenu. Lumière blanche, lumière qui a été absorbée. Quand on compare les deux côte à côte, on voit que la solution de chlorophylle absorbe dans le bleu, absorbe dans le rouge, n'absorbe pas dans le vert. L'absorption se situe autour de 400-500 nanomètres. D'accord? L'absorption se situe autour de 600-700 nanomètres. L'absorption ne se situe pas autour de 500-550 dans le vert. Le vert n'est pas absorbé, il est réfléchi, c'est pour ça que la feuille apparaît vert. Donc la feuille chlorophyllienne absorbe dans le bleu et dans le rouge. Quand je regarde l'activité photosynthétique, si j'éclaire une lampe dans le bleu, l'activité photosynthétique est maximale. J'éclaire une lampe dans le rouge, elle est aussi maximale. J'éclaire une feuille dans le vert, elle est minimale. Donc ça veut dire que les longueurs d'onde bleues sont absorbées et l'énergie absorbée permet de faire la photosynthèse. La longueur d'onde rouge est absorbée et la lumière rouge absorbée permet de faire la photosynthèse. Ce sont les notions de spectre d'absorption et de spectre d'action qui sont semblables ici dans mon exemple. D'accord? Alors, la plante va donc absorber dans le bleu, absorber dans le rouge. Chacun des pigments absorbe de manière différente. Par exemple, les caroténoïdes, les carotènes, absorbent ici dans le bleu, n'absorbent pas dans le rouge. Bien. La question auquel on va répondre, c'est cette énergie qui est absorbée, comment est-ce que la plante va l'utiliser, qu'est-ce que ça va devenir? Comment est-ce qu'on passe du dioxyde de carbone au glucose, avec ici un déchet qui est libéré, qui est l'eau. La première question qu'on peut se poser, c'est cet oxygène qui est là, est-ce qu'il provient de l'eau, H2O, ou est-ce qu'il provient du CO2, CO2 qui est là? Parce que la plante utilise de l'eau, utilise du CO2, libère de l'oxygène, mais aussi bien de dioxyde de carbone que dans l'eau, j'ai de dioxygène. D'où vient ce dioxygène? Pour cela, expérience classique, expérience importante. Le dioxygène, il en existe deux types. L'oxygène 16, qui est le majoritairement répandu, mais aussi un isotope qui a exactement les mêmes propriétés que l'oxygène 16, qui est l'oxygène 18. Sauf que l'oxygène 18 a 2 neutrons en plus, c'est tout. Mais il a les mêmes propriétés que l'oxygène 16. Je prépare une solution dans laquelle je vais avoir de l'eau, dans laquelle 0,85% des molécules d'eau sont des molécules d'eau possédant l'oxygène 18. Et du CO2, pour lequel 0,41% des molécules de CO2 possèdent de l'oxygène 18. Et je regarde le pourcentage d'oxygène 18 présent dans l'oxygène qui est libéré. Et je constate que dans l'oxygène qui est libéré, j'ai exactement le même pourcentage d'oxygène 18 que celui qu'il y avait dans l'eau initiale. Et ceci, quels que soient les pourcentages d'oxygène 18 que je mets dans l'eau. J'ai toujours les mêmes quantités d'oxygène 18 dans le dioxygène libéré que dans l'eau présente initialement. Ceci est une démonstration que l'oxygène libéré dans la photosynthèse provient de l'eau. Mais alors, quelles sont les réactions qui peuvent permettre de libérer du dioxygène à partir de l'eau? Il n'y en a pas 50. La seule réaction qui permet de libérer du dioxygène à partir de la molécule d'eau, c'est une réaction d'oxydation, voire cours de première, en physique-chimie. En chimie, il y a oxydation lorsqu'il y a perte d'électrons. Donc l'oxygène libéré provient d'une réaction d'oxydation. H2O est oxydé en protons plus électrons plus une demi-molécule de dioxygène. Mais les protons et les électrons, ça ne peut pas comme ça circuler de manière libre. Ceux qui ont fait spé-chimie, vous le savez, s'il y a une oxydation, en parallèle, il y a forcément une réduction. Il y a oxydation lorsqu'il y a perte d'électrons, il y a réduction lorsqu'il y a gain d'électrons. Un oxydant 1 va être réduit, enfin un réducteur 2 va être oxydé en oxydant 2, donc il y a perte d'électrons. Ces électrons sont récupérés par un oxydant 1 qui va être réduit en réducteur 1, comme ceci. Alors ici, l'H2O est oxydé et libère du dioxygène. J'ai donc forcément ailleurs une réduction, une molécule qui va récupérer les protons et les électrons. Eh bien, cette molécule qui va récupérer les protons et les électrons, c'est le dioxyde de carbone. Alors, suivant des réactions extrêmement compliquées, extrêmement importantes, ce que on fait là, c'est extrêmement simpliste, mais ça vous suffit pour le cours de terminale spé.
ceux qui continueront l'an prochain à la SVT, vous verrez que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais globalement, si on résume la réaction de photosynthèse, j'ai une réaction d'oxydation de l'eau et de réduction du dioxyde de carbone qui va capter des protons, qui va capter des électrons pour donner le glucose. Donc la réaction de photosynthèse est une réaction d'oxydoréduction. Oxydation de l'eau, réduction du dioxyde de carbone, transfert des électrons et des protons. La réaction d'oxydation de l'eau étant qualifiée de photooxydation parce qu'elle nécessite de l'énergie lumineuse. Pour qu'il y ait oxydation de l'eau, il faut présence d'énergie lumineuse par des processus et des réactions chimiques que vous n'avez pas à connaître. Voilà, donc cette molécule, cette photosynthèse permet de fabriquer de la matière organique. La deuxième partie de ce chapitre, c'est quel va être le devenir de cette matière organique. La matière organique est fabriquée dans les feuilles. Comment est-ce qu'on peut le montrer? Comment est-ce qu'on peut le démontrer? Si on fournit du dioxyde de carbone radioactif au niveau d'une feuille, ici, eh bien, quelque temps après, on va retrouver la radioactivité dans tout le végétal. C'est donc que la matière organique qui a été fabriquée dans cette feuille et qui a intégré du dioxyde de carbone va ensuite faire circuler la matière organique dans le reste du végétal. La feuille, c'est l'organe source, c'est là où se fait la photosynthèse. Le reste du végétal, on va l'appeler l'organe puits, les organes qui vont capter la matière organique qui a été fabriquée dans la feuille. Quels sont les devenirs de cette matière organique? À quoi elle va servir? C'est ce qu'on verra dans la deuxième partie de ce chapitre, au niveau de la deuxième vidéo. Voilà, à tout de suite.